Bonjour, bon réveil en ce vendredi matin. Le 7-9 se poursuit sur Média TV avec une nouvelle heure d'information. Tout de suite, le journal. Voici les titres. L'État islamique filme ses atrocités en Syrie. 160 soldats ont été exécutés hier. Les djihadistes se sont par ailleurs emparés d'une base clé dans le pays. Le président américain Barack Obama n'est pas encore fixé sur sa stratégie. Il a déclaré hier qu'il ne fallait pas s'attendre à des frappes aériennes à court terme. Et en Libye, la communauté internationale s'inquiète d'une régionalisation du conflit. Le président français François Hollande a demandé hier aux Nations Unies d'organiser un soutien exceptionnel aux autorités. Hier soir, le gouvernement provisoire a jeté l'éponge et présenté sa démission. Des essais cliniques imminents contre le virus Ebola. Les autorités américaines ont décidé d'accélérer les tests pour le vaccin. Ils auront lieu début septembre. Le virus a déjà fait plus de 1500 morts depuis le mois de février en Afrique de l'Ouest. On commence ce journal avec l'actualité au Maroc. Les enfants reprendront bientôt le chemin de l'école. La date de la rentrée scolaire a été annoncée. Elle se fera le mercredi 10 septembre pour le primaire et le jeudi 11 septembre pour le collège et l'enseignement qualifiant. Il reste un peu plus de temps de vacances aux élèves de la première année des classes préparatoires au BTS. Ils entameront l'année scolaire le lundi 15 septembre. Et pour les classes préparatoires aux grandes écoles, ce sera le lundi 8 septembre. Enfin, les enseignants, eux, reprendront le travail dès mardi prochain. Un nouveau drame de la route au Maroc. 8 personnes ont trouvé la mort hier matin dans la province de Settat, au niveau de Rmisset Chaouia, sur la route nationale reliant Settat à Marrakech. Un camion frigorifique et un grand taxi se sont percutés violemment. Les 7 passagers du taxi ainsi que le conducteur du camion ont perdu la vie. On parle maintenant diplomatie et la coopération entre Rabat et Madrid. Mercredi, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, accueillait son homologue espagnol à Tétouan, preuve que les liens se resserrent entre les deux pays. Migration, lutte contre le trafic de drogue ou encore lutte contre le terrorisme, plusieurs grands dossiers préoccupent les deux pays. Amina Menrek. Le Maroc et l'Espagne, mêmes objectifs en tête dans plusieurs dossiers, ce qui les amène souvent à travailler ensemble. D'abord, les deux pays sont en guerre contre le terrorisme, un combat qui se fait aujourd'hui sur fond d'actualité brûlante au niveau régional. Les deux pays font tout pour freiner les réseaux de recrutement chez les groupes extrémistes, une méthode qui a prouvé son efficacité. Cette année, le Maroc et l'Espagne ont réussi à démanteler des réseaux terroristes au mois de mars, juin et août. Le Maroc et l'Espagne font aussi équipe pour en finir avec le trafic de stupéfiants dans la région. Là aussi, la lutte a payé. Résultat, plusieurs réseaux démantelés, des réseaux parfois organisés à l'échelle internationale. Les Marocains forment la plus grande communauté étrangère hors Union européenne résidant en Espagne. C'est pourquoi l'opération de transit en été préoccupe les deux pays. Dans sa version 2014, il fallait assurer la fluidité, la sécurité et le confort. Un pari réussi. Enfin, il y a les efforts du Maroc pour limiter la migration irrégulière, des efforts salués par l'Espagne, car tout se fait dans le respect des droits de l'homme. Le 11 et 12 août 2014, les services marocains ont pu contrecarrer une tentative d'émigration clandestine. On passe maintenant à l'actualité internationale. La situation est de plus en plus préoccupante en Syrie. Alors que le nombre de réfugiés vient de franchir la barre des 3 millions, les djihadistes de l'État islamique ont exécuté hier plus de 160 soldats après s'être emparés d'une base clé. Les États-Unis n'ont pas encore arrêté leur stratégie. Manal El-Ardari. Les combattants de l'État islamique ne cessent de semer la terreur. Ils auraient exécuté ces soldats syriens capturés dans le nord du pays. Ces images choquantes diffusées par les djihadistes interpellent le monde. Les États-Unis n'ont pas encore de stratégie pour mettre fin à ce bain de sang où plonge la région. C'est ce qu'a annoncé le président américain Barack Obama. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU demande plus de moyens pour intervenir. Chaque jour, des hommes trouvent la mort. Des familles et des communautés sont abattues. Les groupes extrémistes violent les droits de l'homme les plus élémentaires, menaçant ainsi ce qui reste de la séparation des pouvoirs et de la tolérance en Syrie. Le Conseil de sécurité est appelé plus que jamais à faire de son mieux pour mettre fin à ce conflit et à assurer l'accès aux interventions humanitaires.
pour atteindre les désespérés syriens. Sur le plateau du Golan, 43 casques bleus de l'ONU étaient détenus hier par des groupes armés et 81 autres sont empêchés de quitter leur position. C'est la 3e fois que des casques bleus sont kidnappés au Golan, théâtre d'affrontements entre les groupes rebelles et les forces syriennes. Nous avons renforcé la présence de nos équipes pour contenir le feu. Ils ont sécurisé la zone qu'ils ont pu atteindre. À l'heure actuelle, le calme règne, tout rentre dans l'ordre. Selon l'ONU, 1400 soldats défendaient le site jusqu'à la nuit de mercredi à jeudi. Environ 200 d'entre eux ont été tués et près de 700 ont réussi à rejoindre des secteurs contrôlés par le régime Bachar al-Assad. La majorité des casques bleus restants continuent à combattre les djihadistes. Dans la crise libyenne à présent, le gouvernement provisoire a présenté sa démission hier au Parlement, dirigé par Abdallah Al-Thani. Ce gouvernement considère le Parlement comme la seule autorité légitime du pays, un pays au bord du chaos, livré aux milices armées. Selon le gouvernement démissionnaire, les miliciens islamistes ont l'intention de former un gouvernement alternatif à Tripoli. Et selon François Hollande, le président français, la confusion est totale en Libye. Hier, à l'occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs français à Paris, il a demandé à l'ONU d'organiser, je cite, un soutien exceptionnel aux autorités libyennes sous peine de voir le terrorisme se répandre dans toute la région. Écoutez plutôt. Si nous ne faisons rien, j'entends rien de sérieux, rien de politique, rien d'international, eh bien, c'est le terrorisme qui se répandra dans toute cette région. Alors, la France demande aux Nations Unies, parce que ce sont elles qui doivent prendre leurs responsabilités, d'organiser un soutien exceptionnel aux autorités libyennes pour rétablir leur État. À Gaza à présent, alors que les camions d'aide humanitaire affluent avec notamment de la nourriture, c'est le matériel de reconstruction que les Gazaouis attendent le plus urgemment. 50 jours de frappes israéliennes ont fait plus de 2000 morts côté palestinien et les dégâts sont immenses. Plus de 50 000 maisons ont été détruites. Le récit d'Amina Benrek. Le bruit des bulldozers n'arrête pas. Dans la cité de Choujaïa, Souad El-Zara, le regard incrédule devant ce spectacle. Voilà tout ce qui reste de sa maison. Pour elle, impossible de recoller les morceaux. Nous sommes partis chercher de l'aide et nous avons ramené ces bulldozers. Mais nous n'avons rien pu retirer des débris. Toutes nos affaires ont été détruites. Nous allons devoir repartir à zéro. À Gaza, la rentrée des classes était prévue dimanche dernier, mais pour les habitants des quartiers détruits par les frappes israéliennes, le retour de leurs enfants à l'école est presque impossible. Comment retrouver les cartables et les uniformes sous ces décombres? Nous n'avons pas les moyens de tout racheter. Pendant les 50 jours de l'offensive, Israël a mené plus de 5000 frappes sur le territoire palestinien, de quoi raser des quartiers entiers à Gaza. Certains de ses habitants ont décidé de détourner le fameux Ice Bucket Challenge en se versant sur la tête des gravats à la place de l'eau glacée pour envoyer un message fort à la communauté internationale. Dans le dossier ukrainien à présent, la Russie est accusée d'avoir envoyé hier des soldats à la frontière ukrainienne pour soutenir les séparatistes. Il serait près d'1 millier de militaires d'après l'OTAN. C'est une incursion évidente selon Washington qui a menacé Moscou hier de nouvelles sanctions. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier. Face à cette menace, ne pas agir coûterait trop cher, a estimé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Power. Regardez. Des négociations sérieuses sont nécessaires et de manière urgente. La Russie doit arrêter de mentir et doit arrêter d'alimenter ce conflit. Le masque est tombé. Les actions récentes de la Russie montrent sa vraie nature. Il y a un effort délibéré de soutenir et maintenir de combattre auprès des séparatistes illégaux dans un pays souverain. Un futur vaccin contre le virus Ebola. Face à la progression de l'épidémie, la procédure pour tester un vaccin expérimental aux États-Unis est accélérée. Un premier essai clinique sera lancé au début du mois de septembre. D'autres études du même vaccin suivront dans les prochaines semaines dans d'autres pays. Objectif, mener les essais à leur conclusion d'ici la fin 2014. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la progression du virus est alarmante. Il a fait jusqu'à présent 1500 morts depuis le début du mois de février et l'OMS redoute que le nombre de cas grimpe à 20 000.
Et avec la menace du virus Ebola sur le continent africain, la question se pose de savoir si la CAN 2015 organisée au Maroc sera maintenue. Badou Zaki, le sélectionneur de l'équipe marocaine de football, s'est voulu rassurant hier lors d'une conférence de presse. Son programme de match de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations sera maintenu et respecté. Je vous propose de l'écouter. Si j'ai un match programmé et qu'on m'informe que la sélection adverse déclare forfait à cause du virus Ebola, à ce moment-là, je pourrais dire autre chose. Mais pour l'instant, j'ai une liste de rencontres à mon calendrier. Mon programme est maintenu et respecté. Les équipes que nous avons contactées pour la préparation ont répondu oui. Le programme n'est pas modifié. On reparle de scolarité et d'études pour terminer ce journal. Coup de projecteur sur l'initiative d'un milliardaire de la Silicon Valley aux États-Unis. Il offre des bourses de 100 000 $ à des jeunes étudiants pour mettre en œuvre leurs projets innovants, à condition qu'ils abandonnent leurs études. Reportage. Du haut de leurs 20 ans, Kaushik et Adita sont déjà des entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous pour visiter ce laboratoire de biotechnologie pour prendre conseil sur la manière de créer une start-up dans le monde médical. Car Kaushik ne cache pas ses ambitions, améliorer le système de santé aux États-Unis. Je ne veux pas créer une application ou je ne sais quoi. Je veux faire quelque chose qui a un impact positif sur la vie des gens. Et la santé est l'un des plus grands problèmes auxquels l'humanité doit faire face aujourd'hui. Le jeune homme a imaginé une plateforme d'échange d'informations sur Internet entre médecins généralistes, spécialistes et hôpitaux. Pour réaliser son projet, Kaushik a obtenu une bourse de 100 000 $, à une condition, quitter la prestigieuse université de Columbia, où il étudiait les sciences et l'informatique. En juin, il a emménagé à San Francisco, dans cette maison qu'il partage avec les autres lauréats de la bourse. C'est ce que tout le monde fait, aller à l'université après le bac. Mais à un moment, je me suis dit que ça n'avait pas de sens pour moi. Comme lui, 20 jeunes ont été sélectionnés. Souvent des élèves brillants. Comme Lucie, 19 ans, est déjà une informaticienne expérimentée. Elle conçoit des logiciels éducatifs et la décision de mettre fin à ses études n'a pas du tout été facile. Mes parents n'étaient pas contents que j'obtienne cette bourse. Ils ne voulaient pas que je le fasse et ils pensent que si je n'ai pas mon diplôme, je vais finir à la rue. À l'origine de ce programme, Peter Thiel, le milliardaire cofondateur de PayPal, estime que l'université est devenue l'ennemi de l'innovation. Nous voulions que ces jeunes aient le temps de travailler à fond sur leurs projets sans aucune entrave et surtout qu'ils ne contractent pas de dettes. Les jeunes aux États-Unis s'endettent en allant à l'université. Et ça, c'est quelque chose qui empêche les jeunes de se lancer dans des projets innovants parce qu'ils doivent trouver un travail qui permettra de rembourser leurs prêts étudiants. Prudent, Kaushik n'exclut pas de retourner à l'université dans 2 ans si son projet n'aboutit pas. Lucie, elle a déjà des promesses d'embauche dans plusieurs compagnies de la Silicon Valley, avec ou sans diplôme sous le bras. Voilà pour le journal. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui se passe dans le pays de l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de New York, aux États-Unis, nous retrouvons ce matin notre correspondant Frédéric Autran. Frédéric, bonjour. Bonjour Alison, bonjour à tous. Alors on en parlait dans le journal, cette nouvelle attaque contre des casques bleus de l'ONU dans une région située à la frontière entre Israël et la Syrie. Plus d'une quarantaine d'entre eux sont détenus par un groupe armé. Oui, au total 43 casques bleus venus des Fidji qui sont détenus depuis hier matin maintenant, alors que 80 Philippins sont quant à eux bloqués par des hommes armés à un autre endroit. Certes, ce n'est pas la première fois que la mission de l'ONU est frappée par de telles attaques. En mars et en mai 2013, déjà des casques bleus avaient été relâchés, détenus puis relâchés en bonne santé quelques heures ou quelques jours plus tard. Sauf que depuis, le contexte a changé. Il y a ces derniers jours de violents affrontements dans cette région entre l'armée syrienne et plusieurs groupes d'opposition. Et dans ce contexte, évidemment, l'ONU s'inquiète pour la sécurité de ces casques bleus. Hier, le porte-parole des Nations Unies nous a expliqué que des contacts étaient en cours à plusieurs niveaux pour tenter d'obtenir leur libération. Au niveau local, tout d'abord, entre la mission de l'ONU sur place et des représentants des différents groupes armés. Contact aussi avec les pays de la région, Israël, la Syrie, la Jordanie, et contact aussi ici à New York entre les responsables de l'ONU et les ambassadeurs de plusieurs pays membres, des pays qui pourraient faire pression sur le ou les groupes armés impliqués dans ces enlèvements.
Toujours à propos de l'actualité au Proche-Orient, Frédéric, Barack Obama s'est exprimé hier soir sur la lutte contre l'État islamique et il a notamment prononcé une phrase assez surprenante. Oui, très surprenante même dans la bouche d'un président américain, puisque Barack Obama a dit très exactement « Nous n'avons pas encore de stratégie pour lutter contre l'État islamique ». Depuis quelques jours ici, certains estiment que les États-Unis sont sur le point de lancer des frappes aériennes contre les bases des djihadistes en Syrie. Mais hier soir, Barack Obama a joué sa carte préférée d'une certaine manière en politique internationale, celle de la prudence. Nous avons besoin d'un projet clair pour lutter contre l'État islamique et cette lutte ne sera ni rapide ni facile, a prévenu Barack Obama. Des déclarations qui évidemment ont fait bondir les républicains qui accusent ici en permanence Barack Obama de faiblesse sur la scène internationale et qui de leur côté réclament des frappes rapides et massives contre l'État islamique. En Irak, c'est déjà le cas, mais aussi et surtout en Syrie. Barack Obama, lui, a martelé que Washington ne pourrait pas régler le problème toute seule. Il a d'ailleurs annoncé qu'il allait envoyer la semaine prochaine son secrétaire d'État, John Kerry, dans la région pour essayer de construire une coalition régionale contre l'État islamique. Alison. Enfin, on termine, Frédéric, par une histoire assez insolite qui s'est passée à bord d'un vol American Airlines entre Miami et Paris. L'avion a été dérouté pour évacuer un passager français en colère. Oui, un homme de 61 ans qui a demandé au départ à sa voisine de redresser son siège parce que le dossier du siège de sa voisine de devant lui faisait tout simplement mal aux jambes. Cette dernière a refusé. Le ton est alors monté entre les deux passagers et lorsqu'un membre d'équipage a tenté d'intervenir pour calmer le jeu, le passager français qui s'appelle Edmond l'a agrippé par le bras, a priori de manière un peu agressive. Or, vous savez, ici aux États-Unis, on ne rigole pas avec les règles et avec la sécurité dans les avions. Résultat, un agent fédéral en civil qui se trouvait à bord de l'avion, les fameux Air Marshal, a maîtrisé Edmond. Le pilote a décidé de se poser en urgence à Boston où la police a réceptionné le passager un peu turbulent. Aussitôt arrivé, Edmond, qui souffre de problèmes de diabète, a dû être hospitalisé, mais il a aussi été inculpé d'interférence avec un membre d'équipage. Il a été remis en liberté. On nous dit qu'il doit passer 3 à 4 jours à l'hôpital ici en observation. Ensuite, il pourra rentrer en France, mais il devra revenir fin décembre pour comparaître devant le tribunal de Boston. Et pour toute cette affaire, Alison, il risque tout de même une peine maximale de 6 mois de prison ferme. Tout de même. Merci Frédéric pour ces informations. À bien bientôt sur Médien TV. Tout de suite, je vous propose d'aller lire les journaux. Taoufik Nasseri a sélectionné pour vous les articles les plus marquants. Il est notamment question ce matin du recensement général de la population ou encore du budget 2015.